Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Cette émission vous expliquera le premier chef-d'œuvre de la psychologie, l'interprétation du rêve. L'auteur de ce livre est Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse et l'initiateur de la psychologie moderne. Dans le livre, à travers une analyse complète des rêves, il a proposé que les rêves sont des activités mentales significatives et sont l'esprit subconscient. Le processus psychologique dans lequel les désirs sont satisfaits par divers moyens déguisés. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Comment s'est-il formé? Quel genre de monde spirituel les rêves nous révèlent-ils? Comment considérer cette théorie proposée par Freud aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard? Après avoir regardé cette vidéo, vous connaîtrez la réponse. On peut dire qu'avec le développement de la psychologie moderne jusqu'à aujourd'hui, bien que diverses écoles aient proposé leurs propres idées et que des maîtres soient apparus en grand nombre, en termes d'influence sociale énorme, personne ne peut peut-être se comparer à Freud, le fondateur de la psychanalyse. À ce jour, même les profanes en psychologie ont entendu dans une certaine mesure le nom Freud. Lui et la psychanalyse dont il a été le pionnier ont non seulement eu un impact profond sur le développement de la psychologie moderne, mais ont également pénétré tous les aspects de la pensée, de la culture, de l'art, etc. de la société moderne, devenant ainsi une existence au niveau d'un phénomène. Lorsqu'on parle des chefs-d'œuvre de Freud et même de l'école de psychanalyse, je crains que la première chose à laquelle la plupart des gens pensent soit le livre que nous allons expliquer dans cet épisode. Sa publication a marqué le début de la théorie psychanalytique et a fait date dans l'histoire de la psychologie. Grâce à ses connaissances extrêmement approfondies et à son analyse méticuleuse de l'activité psychologique des rêves, Freud a brisé des milliers d'années d'ignorance humaine de ses propres rêves et a ouvert la porte au monde spirituel humain. Il n'est pas exagéré de dire que Freud a changé le monde depuis lors, le seul fait de fonder l'école de psychanalyse lui suffit pour laisser son nom dans l'histoire. Le célèbre philosophe français Sartre a dit un jour, « Il n'y a que 3 juifs qui ont influencé l'humanité tout entière et changé la pensée moderne, Freud, Karl Marx et Einstein. » Cela montre à quel point Freud occupe une place importante dans l'histoire de la pensée humaine. En tant qu'œuvre représentative, le sort de ce livre reflète également la montée et la chute du mouvement psychanalytique. Lorsque ce livre fut publié pour la première fois en 1900, il fut mal accueilli et se vendit à moins de 400 exemplaires en 6 ans. Avec le développement et la croissance de la psychanalyse, il est devenu un best-seller très recherché. Il a été réimprimé 8 fois rien que du vivant de l'auteur et traduit dans de nombreuses langues. À ce jour, les ventes de ce livre perdurent et il s'agit du premier chef-d'œuvre bien mérité de la psychologie. Mais en même temps, Freud est également connu pour son style d'écriture obscur, et ses livres appartiennent également à la catégorie « plus de gens les achètent, mais moins de gens les lisent ». Alors de quoi parle ce livre? Examinons ensuite de plus près ce célèbre livre psychologique. Dans ce livre, Freud aborde principalement les 3 questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce qu'un rêve et a-t-il un sens? Deuxièmement, si les rêves ont un sens, qu'en est-il? Troisièmement, quel genre de monde spirituel les rêves nous révèlent-ils? Après avoir répondu à ces 3 questions, nous apporterons quelques compléments. Comment considérer cette théorie proposée par Freud il y a plus de 100 ans? Première partie. Tout d'abord, commençons par la question la plus fondamentale, qu'est-ce qu'un rêve? Est-ce que cela a un sens? On peut dire que ce problème préoccupe l'humanité depuis des milliers d'années, et de nombreuses théories sur les rêves ont émergé au cours de cette période. Freud a également dressé une liste de théories du rêve depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et les a grossièrement classées en 2 catégories. La première catégorie est généralement le concept des peuples anciens, qui croyaient que les rêves étaient des révélations de pouvoirs surnaturels tels que les dieux, et que les rêves pouvaient être utilisés pour prédire des bénédictions et des malheurs futurs. Par exemple, le livre raconte que l'empereur César rêvait autrefois d'avoir des relations sexuelles avec sa mère. Il trouva cela étrange et demanda à quelqu'un de l'expliquer. L'interprète des rêves lui a dit que c'était un bon signe, car la mer symbolise la terre, et ce rêve indique qu'il va conquérir la terre. Ce point de vue a encore de nombreux partisans aujourd'hui, et il existe des explications similaires dans de nombreux livres, qui sont des exemples typiques de l'utilisation de cette idée pour interpréter les rêves. Si vous rêvez d'inondation, cela signifie que vous deviendrez riche, et si vous rêvez d'incendie, cela signifie que vous aurez de la chance. En résumé, ce point de vue soutient que les rêves ont un sens, mais que ce sens est surnaturel. Le deuxième type de vision est apparu principalement après le développement de la science moderne. Il nie l'origine surnaturelle des rêves, mais les étudie comme une activité physiologique du cerveau. C'est juste que les recherches précédentes de Freud sur les rêves n'ont pas révélé la signification des rêves, qui semblaient n'être que des activités mentales désordonnées, voire ridicules. Par conséquent, de nombreux chercheurs pensent que les rêves n'ont aucun sens et ne sont que des fragments de l'activité mentale du cerveau pendant la journée qui s'endort la nuit. Par exemple, cette activité mentale est comme un feu de joie. Elle brûle activement pendant la journée et s'éteint temporairement la nuit. Il ne reste que quelques étincelles résiduelles de temps en temps. C'est un rêve. Par conséquent, on ne peut pas dire que les rêves ont un sens. Tout au plus, ils sont simplement une réaction du cerveau qui n'est pas encore complètement endormi face à des stimuli externes. Par exemple, quelqu'un entend les cloches d'une église dans un rêve et se réveille et découvre que la sonnette d'alarme est partie.
D'autres rêvent de tomber du mur et se retrouvent à tomber du lit au réveil. Alors, que pense Freud des rêves? Tout d'abord, il adhère toujours à une attitude plus rationnelle et scientifique et ne considère pas les rêves comme une mystérieuse révélation surnaturelle. Cependant, il n'était pas d'accord avec l'opinion dominante sur les rêves de son époque, selon laquelle les rêves n'avaient aucun sens. Il pense que les rêves, en tant que type d'activité psychologique, devraient avoir un sens, mais les chercheurs précédents n'ont pas trouvé de méthode d'explication spécifique. Freud était convaincu d'avoir trouvé cette méthode, qu'il avait découverte lors du traitement des patients mentaux. Plus précisément, en analysant les rêves des malades mentaux, nous pouvons découvrir la cause profonde de sa maladie mentale et aider les patients à soulager leurs symptômes, ce qui suffit à montrer qu'il y a un certain sens caché sous l'apparence absurde des rêves. Cependant, en raison de la controverse entourant l'utilisation des rêves des patients souffrant de maladies mentales, certains peuvent se demander si cette méthode convient uniquement aux patients souffrant de maladies mentales. Par conséquent, Freud analyse dans ce livre principalement les rêves des personnes normales, dont beaucoup sont ses propres rêves. Par exemple, sa première analyse, qui est aussi le rêve le plus important du livre, est le rêve d'Emma de recevoir une injection. Il y avait une patiente nommée Emma qui avait reçu le traitement de Freud, mais son traitement a été interrompu parce qu'elle n'était pas disposée à accepter les opinions de Freud sur le traitement. Après un certain temps, Freud a entendu d'un ami auto que l'état d'Emma ne s'était pas complètement amélioré et ses paroles semblaient l'accuser d'un traitement inapproprié. Du coup, cette nuit-là, il a fait un rêve, il a rêvé qu'il organisait une fête et Emma était là et se plaignait de sa maladie. Freud lui dit que c'était précisément parce qu'elle n'adoptait pas ses propres méthodes qu'elle souffrait autant. Emma se plaint alors de douleurs à la gorge et au ventre, ce qui amène Freud à soupçonner qu'elle ne souffre pas d'une maladie mentale, mais d'une maladie physiologique et organique. Une autorité médicale est alors venue diagnostiquer Emma et confirmer qu'elle souffrait bien d'une infection inflammatoire. Ensuite, son ami Otto a fait une injection à Emma, mais Freud a constaté que l'injection qu'il avait faite était fausse et n'avait aucun effet. Que signifie un tel rêve? Grâce à l'analyse de ses propres pensées intérieures, Freud a découvert que le cœur de ce rêve était en réalité de se soustraire à ses propres responsabilités. Tout d'abord, il a directement dit à Emma dans le rêve que la raison pour laquelle ta maladie n'avait pas guéri était parce que tu ne m'avais pas écouté et que tu l'avais provoquée sur toi-même. Puis il rêva que la maladie d'Emma était en réalité causée par une infection et non par une maladie mentale, donc c'était encore moins sa responsabilité. Quant à savoir pourquoi Otto avait besoin d'une injection qui était manifestement mauvaise. Cela revient à dire qu'Otto était un imbécile et que son accusation contre moi n'était donc pas fondée. En fin de compte, le rêve exauçait le désir de Freud de ne plus assumer la responsabilité de la maladie d'Emma. Il a également proposé que la motivation des rêves est un désir et que le contenu des rêves est la satisfaction des désirs. C'est aussi le cœur de tout le livre. Bien sûr, il serait trop téméraire de tirer des conclusions à partir d'un seul exemple, c'est pourquoi Freud a également énuméré d'autres exemples de rêves pour prouver son point de vue. Par exemple, certains rêves qu'il a appelés « rêves de convenance », que presque tout le monde a, similaires. Si vous mangez quelque chose de trop salé avant de vous coucher, vous rêverez de chercher de l'eau à boire, si vous buvez trop d'eau avant de vous coucher, vous rêverez de chercher les toilettes. Ce genre de rêve est presque une simple réalisation d'un désir. De plus, les rêves des enfants présentent souvent les caractéristiques d'une simple satisfaction de désir. Le livre mentionnait qu'une jeune fille voyageait avec sa famille. Elle voulait aller dans un refuge de montagne, mais elle ne pouvait pas y aller parce que la distance était trop grande. En conséquence, elle a fait un rêve cette nuit-là, rêvant qu'elle avait déjà arrivé là, une cabane. Qu'est-ce que c'est sinon la réalisation de vœux? À cet égard, j'ai peur que certains disent, peut-être que certains rêves sont effectivement la réalisation de désirs, mais tous les rêves ne sont pas comme ça. Et ces rêves douloureux et anxieux? La réponse de Freud à cette question est que les rêves de douleur et d'anxiété sont en réalité la satisfaction de désirs, mais les désirs dans ces rêves sont cachés très profondément et ne peuvent être vus d'un seul coup d'œil. Il a donné un exemple. La sœur d'une patiente avait 2 fils. Le fils aîné était malheureusement décédé, ce qui a rendu toute la famille très triste. Mais une nuit, la patiente a en fait rêvé que le fils cadet de sa sœur était également mort. Assister à ses funérailles. Cette situation n'était définitivement pas celle à laquelle elle s'attendait, et cela la rendait encore plus triste. Comment ce rêve pouvait-il être l'accomplissement d'un désir? Cependant, Freud a découvert grâce à l'analyse que la patiente était tombée amoureuse d'un ami de sa sœur dans ses premières années, mais qu'elle n'avait pas pu l'épouser en raison de l'obstruction de sa sœur, et les deux ont rompu tout contact. Mais lors des funérailles du fils aîné de sa sœur, elle a rencontré cet ami qui ne s'était pas présenté depuis longtemps et a constaté qu'elle aimait toujours profondément cet homme. Elle a donc fait ce rêve, car si le plus jeune fils de sa sœur mourait, elle pourrait certainement voir son amoureux à l'enterrement. Cela ne satisferait pas simplement son désir? Par conséquent, concernant la question « Que sont les rêves ?», Freud a souligné que les rêves ne sont pas des phénomènes surnaturels, mais une activité psychologique significative. L'essence des rêves est la satisfaction des désirs. La seconde partie. Mais si les rêves sont la réalisation de désirs, pourquoi tous les rêves ne sont-ils pas simples? On peut même dire qu'à l'exception des rêves d'enfants,
La plupart des rêves ne peuvent pas révéler directement la satisfaction des désirs, mais doivent être soigneusement analysés. Pourquoi les rêves sont-ils si détournés? Ainsi, dans la deuxième partie, nous parlerons du mécanisme de formation des rêves. Grâce à des recherches, Freud a découvert que les désirs dans les rêves qui émergent après l'analyse sont souvent rejetés dans la conscience ou ont honte d'en parler parce qu'ils ne correspondent pas à des concepts tels que la moralité. Par exemple, dans le rêve précédent où Emma recevait une injection, le désir d'être satisfait consistait à se soustraire à ses responsabilités. Mais lorsqu'il était éveillé, Freud savait que son éthique de médecin ne lui permettait pas de penser ainsi. Il y a aussi la patiente qui, en raison des contraintes de l'étiquette laïque, réprime désespérément son désir d'un ami masculin. C'est comme si une maison d'édition voulait publier un livre, mais qu'il contenait des contenus inappropriés. À ce moment-là, le critique renverrait le manuscrit et empêcherait sa publication. Il semble y avoir une telle force dans notre monde spirituel qui censure nos pensées, empêchant ces pensées inappropriées d'apparaître dans notre conscience. Cette force spirituelle est appelée mécanisme de censure par Freud. Non seulement cela fonctionne lorsque nous sommes éveillés, mais cela garde même la porte de nos pensées lorsque nous dormons, empêchant ainsi les pensées non normatives de passer. C'est précisément à cause de l'existence de la censure que Freud s'est rendu compte qu'en réalité, notre conscience ne peut pas couvrir l'ensemble du monde spirituel. Dans notre monde spirituel, il existe une vaste zone qui est hors de portée de notre conscience. Cette partie qui existe dans nos activités psychologiques mais ne peut pas être reconnue par notre conscience a été nommée par Freud, subconscient ou inconscient. L'introduction de l'esprit subconscient peut être considérée comme un événement marquant dans l'histoire du développement de la psychologie, et c'est également la pierre angulaire de la thérapie psychanalytique. Freud a souligné qu'en raison de l'existence d'un mécanisme de censure, divers désirs du subconscient ne peuvent pas faire surface directement au niveau conscient. Que faire de ces envies? Pour revenir à l'analogie avec la publication d'une œuvre à l'heure actuelle, que doit faire un auteur s'il ne peut pas publier ce qu'il veut exprimer à cause du mécanisme de censure? C'est très simple, il ne peut pas l'écrire directement, mais il utilise certaines techniques rhétoriques, telles que des métaphores, des symboles et des jeux de mots, pour permettre à son expression de contourner le mécanisme de censure et de donner aux lecteurs intéressés l'opportunité de découvrir leur véritable pensée. En fait, le travail effectué par les rêves est le même que celui-ci, qui consiste à utiliser une certaine méthode pour remodeler les désirs refoulés et cachés dans le subconscient afin que le « censeur » de notre esprit ne puisse pas les voir. Cela peut être satisfait à la manière des rêves. Ce processus est ce qu'on appelle le « déguisement de rêve ». Partant de cette hypothèse, Freud a divisé les rêves en deux niveaux. Le contenu du rêve que nous pouvons rappeler en surface est appelé la signification manifeste du rêve, ou rêve manifeste, tandis que ce qui est caché derrière le rêve manifeste ne peut être trouvé que le vrai sens des rêves, qui ne peut être réalisé que par l'analyse, est le sens caché des rêves, ou rêve caché. Le rêve manifeste est comme la face d'une énigme, et le rêve latent est la réponse. Ce que l'interprète des rêves doit faire, c'est utiliser l'analyse pour voir à travers le déguisement du rêve et trouver la réponse derrière le mystère. Pour ce faire, la clé est de comprendre comment les rêves se déguisent. Dans ce livre, Freud énumère principalement 4 mécanismes de fonctionnement du rêve. Examinons chacun d'entre eux ci-dessous. Le premier est la condensation. Comme son nom l'indique, cela signifie que le contenu des rêves est en réalité très condensé. Si vous vous souvenez d'un rêve, le contenu peut n'être écrit que sur une seule page, mais si vous effectuez une analyse associative de ces contenus, cela prendra probablement plus de 10 à 8 pages. Par exemple, dans le rêve d'Emma où elle recevait une injection, Freud a découvert que l'Emma dans le rêve n'était pas seulement le reflet d'Emma dans la réalité, mais aussi un mélange d'autres personnages. Par exemple, elle a refusé que Freud examine sa gorge, ce qui lui rappelle une autre de ses patientes. L'inflammation dont Emma souffrait dans son rêve était la diphtérie, qui était en fait une maladie dont souffrait la fille aînée de Freud. Emma dans le rêve est donc en réalité une impression collective. Le deuxième type est appelé déplacement. C'est-à-dire que si un contenu ne peut pas passer la censure parce qu'il est trop sensible, alors trouvez d'autres éléments pour le remplacer. Par exemple, Freud a mentionné un rêve dans lequel il rêvait que son ami R était son oncle, mais que l'oncle de Freud était un criminel et que R était un homme de bonne moralité. N'est-ce pas ridicule? Après analyse, Freud a découvert que lorsqu'il avait fait ce rêve, il avait une chance d'être recommandé pour une chaire, mais il était inquiet pour son identité juive et n'a pas pu l'obtenir. On dit que son ami R n'a pas pu obtenir le titre de professeur parce qu'il était juif. Ce que ce rêve exprime donc, c'est que son ami R est un criminel, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné comme professeur, et Freud n'a pas à s'inquiéter d'être juif. Mais exprimer directement cette idée ne passerait évidemment pas le mécanisme de censure, donc R a été remplacé par oncle et est apparu dans le rêve. Le troisième type est la symbolisation. Cela signifie que les rêves ne sont pas comme nos activités conscientes habituelles, habituées à utiliser des concepts pour exprimer un sens. Par conséquent, les rêves ne sont pas comme un article, mais plutôt comme une image. La technique qu'ils empruntent n'est pas une induction conceptuelle abstraite, mais concrète. Pour symboliser l'image. Par exemple,
Votre véritable désir est de corriger les parties inappropriées de votre papier, mais votre rêve peut être de raboter une planche de bois. C'est le symbole. Il a mentionné de nombreux symboles dans le livre. Les objets pointus tels que les cannes, les parapluies et les crayons sont des symboles des organes génitaux masculins, tandis que les récipients tels que les grottes, les boîtes et les boîtes sont les symboles des organes génitaux féminins. Vous voudrez peut-être vous demander pourquoi tous les exemples qu'il a cités sont-ils liés au sexe? Cela implique en fait une tendance idéologique très importante de Freud, qui est la pansexualité. Nous laisserons cela à la section suivante pour l'expliquer en détail. Le quatrième est l'effet de polissage. Parce que la matière des rêves provient souvent de différentes parties de notre vie quotidienne et a été condensée, déplacée et symbolisée, elle apparaît souvent fragmentée et les différentes parties ne sont pas liées les unes aux autres. À l'heure actuelle, un embellissement est nécessaire pour relier ces parties entre elles selon une logique compréhensible, afin que cela puisse devenir une histoire qui a du sens et qui a du sens. Prenons comme exemple le rêve d'Emma de recevoir une injection. L'idée centrale du rêve est en fait l'ami d'Emma et Freud, Otto, mais ces personnages apparaissent très brusques lorsqu'ils apparaissent seuls, donc le rêve inventera naturellement certaines causes et conséquences. Par exemple, Freud organise un banquet, et Emma et Otto sont tous deux invités, ils peuvent donc apparaître naturellement dans la même scène, c'est l'effet de retouche. Grâce à l'interprétation de la deuxième partie ci-dessus, nous comprenons que la raison pour laquelle le contenu des rêves est confus est que le désir dans les rêves revêt divers déguisements afin d'échapper au mécanisme de censure, ce qui nous rend difficile de distinguer son vrai visage. Par conséquent, la définition des rêves peut être plus précise, les rêves sont la satisfaction de désirs supprimés dans le subconscient par le biais d'un déguisement. La troisième partie. À travers l'analyse des rêves, Freud nous a révélé un monde spirituel composé d'esprits subconscients et conscients. Mais nos doutes demeurent, quels désirs sont exaucés dans les rêves? Pourquoi y a-t-il un mécanisme de censure? Et quels types de désirs sont supprimés dans le subconscient? C'est également la question à laquelle nous répondrons dans la troisième partie. En effet, dans l'analyse précédente, nous avons vu que les désirs satisfaits par les rêves ne sont pas les mêmes. Par exemple, le rêve de l'enfant d'arriver dans un chalet de montagne satisfaisait en réalité des désirs insatisfaits pendant la journée. Ce désir n'a pas été réprimé, donc le rêve n'a pas beaucoup de déguisement. Cependant, Freud a souligné à travers des recherches que la plupart de ces rêves dans lesquels les souhaits sont directement exaucés n'apparaissent que chez les enfants et se produisent rarement chez les adultes. La raison peut être que la structure de la personnalité des enfants n'a pas encore mûri, il n'y a donc pas de mécanisme de censure strict et il n'y a pas tellement de désirs réprimés dans le subconscient. Mais les adultes sont différents. Avec la mise en place du mécanisme de censure, de plus en plus de désirs ne peuvent pas entrer dans le niveau conscient et ne peuvent que sombrer dans le subconscient. Ces désirs subconscients contiennent une énorme énergie psychologique. En revanche, les désirs qui peuvent surgir dans la conscience au cours de la journée ne sont pas assez forts pour former un rêve, au mieux, ils ne fournissent qu'un matériau de rêve. Par conséquent, pour les adultes, seuls les désirs réprimés dans le subconscient ont suffisamment d'énergie pour former des rêves. C'est également une hypothèse extrêmement importante dans la théorie psychanalytique, les activités psychologiques nécessitent également de l'énergie, cette énergie est appelée pulsion par Freud. Quelle est la force motrice interne la plus importante? Freud disait que le sexe est l'un des instincts humains les plus importants. Il a observé et enregistré un grand nombre de rêves et, grâce à une analyse, a découvert que de nombreux éléments symboliques des rêves avaient des connotations sexuelles. Par exemple, comme nous l'avons mentionné dans la deuxième partie, les objets pointus symbolisent souvent les organes génitaux masculins, tandis que les objets creux symbolisent les organes génitaux féminins. Freud a en outre souligné que le désir sexuel qui apparaît dans les rêves n'apparaît pas après l'âge adulte, mais s'est progressivement formé dans l'enfance. L'exemple le plus représentatif est la conviction de Freud selon laquelle les enfants développeront des pulsions amoureuses et même sexuelles envers leurs parents du sexe opposé, tandis qu'ils développeront un sentiment de compétition et d'hostilité envers leurs parents du même sexe. Il a donné à cette tendance psychologique le nom d'Éodipe le roi, qui a tué son père et épousé sa mère dans la mythologie grecque. C'est le célèbre complexe d'Éodipe. La raison pour laquelle ce type de pulsion sexuelle est réprimée est parce que les enfants ont peur d'être punis. Au cours du processus de croissance, cette peur de la punition se généralise dans diverses contraintes morales, normatives et éthiques de la société. Quant au censeur qui garde la porte de la conscience, il s'agit en réalité de l'intériorisation de cette éthique morale et de ses valeurs externes dans notre monde spirituel. Dans le cas de la patiente qui a rêvé que son neveu est mort, la patiente préfère souffrir de la mort de son proche plutôt que de réaliser directement son souhait de rencontrer la personne qu'elle aime, car ce souhait viole les normes morales laïques. Il convient de mentionner qu'après avoir initialement proposé le concept de mécanisme de censure dans ce livre, Freud l'a développé et approfondi dans le futur, et a finalement mis en avant ce concept caché dans nos cœurs à l'aide du pouvoir intériorisé de la moralité pour réguler notre comportement. Est nommé « surmoi ». En revanche, les impulsions et les désirs instinctifs qui sont supprimés dans le subconscient sont appelés le « ça ». Cette division de la personnalité en différentes structures fonctionnelles correspond exactement à la théorie de la structure de la personnalité de la psychanalyse. Elle,
ainsi que la théorie du subconscient et la théorie de la pulsion psychologique mentionnées précédemment, sont appelées les trois pierres angulaires théoriques de la psychanalyse. Aujourd'hui encore, elles jouent un rôle important dans les domaines de la psychologie et de la psychothérapie. Les prototypes de ces théories sont déjà apparus dans ce livre. On voit qu'il n'est pas exagéré de dire que ce livre a été le pionnier de la psychanalyse. À ce stade, les principaux contenus de ce livre ont été introduits. Donnons maintenant un résumé complet du concept de rêve. Rêver est une activité spirituelle unique, aussi importante que n'importe quelle activité spirituelle, dont l'essence est la satisfaction des désirs. Afin de contourner le mécanisme de censure, les rêves revêtent divers déguisements au cours du processus de formation, soit en condensant ou en remplaçant des matériaux, en utilisant des techniques symboliques pour présenter des images sensorielles et en rationalisant la structure du rêve à travers des embellissements. Quant aux désirs dans les rêves, ils proviennent principalement de contenus refoulés dans le subconscient, dont le plus important est le désir sexuel. Ce livre a été publié pour la première fois en 1900. Comment devrions-nous aujourd'hui considérer les théories de Freud proposées il y a plus de 100 ans? Tout d'abord, nous devons réaliser objectivement que la vision de Freud n'est pas une vérité universelle, mais une hypothèse basée sur l'observation et l'analyse, qui contient inévitablement des limites et des erreurs. La théorie psychanalytique est controversée depuis sa création. En particulier, l'exagération excessive des pulsions sexuelles par Freud et sa proposition de pansexualité selon laquelle tout doit être lié au sexe sont des points avec lesquels même ses successeurs ne sont pas d'accord. Par exemple, Adler, Jung, Fromm, Horney et d'autres ont tous modifié et élargi la théorie psychanalytique à partir de leur propre perspective pour la rendre plus pertinente par rapport à la réalité. Cependant, cela ne signifie pas pour autant effacer la contribution de Freud, qui a exploré le monde spirituel humain avec une attitude rationnelle et objective, sans recourir à la religion et au mysticisme. Sa perspicacité dans la psychologie du subconscient humain, l'analyse fonctionnelle de la structure de la personnalité et la découverte des forces motrices psychologiques, même aujourd'hui alors que la psychanalyse elle-même a décliné, sont encore largement utilisées en psychothérapie et dans d'autres domaines, et ont fait évoluer la dynamique psychologique. De nouvelles écoles telles que la psychologie et psychologie de la personnalité. Plus important encore, la psychanalyse n'est plus seulement une théorie académique ou une méthode de traitement, elle pénètre tous les aspects de la société, de la culture, de l'art et de la philosophie. À cet égard, certains chercheurs ont déploré que sans la psychanalyse, la pensée occidentale serait inimaginable. C'est aussi la raison pour laquelle Freud occupe une place importante dans l'histoire de la pensée occidentale et même humaine. Cependant, même si l'impact culturel de la psychanalyse ne peut être ignoré, la validité scientifique de cette théorie a toujours été controversée. Il existe une opinion répandue, même dans la communauté de la psychologie, selon laquelle la psychanalyse est dépassée et que la théorie de Freud n'est pas du tout une science, mais simplement une pseudoscience. Par exemple, Stanovich, l'auteur de This is Psychology, a directement classé la psychanalyse comme pseudopsychologie parce que les recherches de Freud étaient uniquement basées sur l'analyse de cas individuels et n'avaient pas de groupe témoin ni d'expérience contrôlée, encore moins de répétabilité, ce qui est incompatible avec les principes scientifiques. Positivisme. Les idées de Freud ne peuvent donc pas réellement être testées par l'observation de la réalité. En d'autres termes, ces théories ne sont pas réfutables, alors comment peut-il s'agir de science? En effet, selon la méthodologie des sciences naturelles traditionnelles, la psychanalyse peut difficilement être qualifiée de science. Mais nous devons aussi comprendre que la psychologie est après tout différente de la physique, et même différente de la science du cerveau, ce qu'elle étudie, c'est le monde spirituel intérieur des gens. Le cœur humain est précisément difficile à mesurer et à observer à l'aide de cette méthode empirique. Par conséquent, afin de poursuivre leur caractère scientifique, certaines écoles de psychologie telles que le behaviorisme affirmeront clairement qu'elles n'étudient pas les sentiments, les perceptions, les pensées ou même les émotions des gens, ni qu'elles n'explorent le monde spirituel des gens, mais se concentrent uniquement sur les modèles de comportement externes, car seul le comportement est observable. Cependant, dans un certain sens, c'est l'obsession de la méthodologie positiviste qui a provoqué une crise majeure dans la psychologie moderne. Les psychologues liés par le positivisme ne prêtent plus attention aux questions telles que le bien et le mal du cœur humain, ni à la vie spirituelle des gens. Ils utilisent la méthode de l'étude des objets pour étudier les gens, ignorant la dignité et la valeur de personnes. La psychologie d'aujourd'hui se rapproche effectivement de la science, mais en même temps, elle s'éloigne de plus en plus de l'esprit des gens et de la vie réelle. Bien que la psychologie moderne ait de nombreuses branches et se développe très rapidement, elle n'a jamais produit une figure ou une école dont l'influence puisse surpasser Freud. Bien que la psychologie scientifique dominante ait abandonné la psychanalyse, lorsque le grand public est confronté à des problèmes psychologiques et a besoin de réponses, la première chose à laquelle il pense est Freud, Adler et Jung, les maîtres de la psychanalyse. Ce phénomène en soi est intrigant. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.